Bonjour tout le monde. La semaine dernière, donc après la présentation de la théorie du temps d'Aristote, je vous avais dit qu'il n'allait plus se passer grand-chose dans le reste de l'Antiquité. On va avoir quelques nuances apportées par Épicure notamment. On va avoir une reprise de certains thèmes dans un tout autre contexte par Saint Augustin. Mais rien de fondamentalement nouveau ne va émerger dans ces siècles-là. Et même durant toute l'époque médiévale, on va pas tellement s'occuper du temps, sans doute plus s'occuper de l'éternité ou bien de la création. Et on va retrouver en fait certains acquis qu'on avait déjà après Platon et Aristote, que je peux vous résumer très grossièrement en 3 points. Donc, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est premièrement que le temps est nécessairement lié au mouvement, au changement, et soit parce que il en est une conséquence, un attribut, un accident, une propriété, comme on voudra l'exprimer, soit parce qu'il en est une condition. Donc là, on trouve une grande différence entre Platon et Aristote notamment, ou entre le platonisme, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Alors, deuxièmement, on a découvert, et ça sera en général confirmé par la suite, que les 3 dimensions du temps, passé, présent et avenir, n'existent que pour une conscience, qu'il faut nécessairement une conscience pour pouvoir sentir, pour pouvoir donc dire qu'il existe un passé et un avenir, parce que sinon, les choses, elles n'ont pas en elles-mêmes un passé et un avenir, même s'il y a du devenir objectivement. Et une chose importante qu'on avait découverte aussi à partir d'une reformulation par les néoplatoniciens tardifs de la définition d'Aristote, c'était qu'il y a un mode d'être du temps particulier. Et cette formulation, c'était exactement le temps a son être dans le devenir. Et ça, c'était très important parce que ça répondait à l'interrogation naïve sur l'existence du temps. Cette interrogation qui disait, mais peut-être le temps n'existe pas puisque aucune de ces dimensions n'existe, puisque le passé n'est pas, le futur n'est pas encore, et le présent est un instantané insaisissable, sans aucune durée. Donc, étant sans durée, ce n'est pas du temps. Donc, cette interrogation naïve, elle est résolue par le mode d'être du temps si on dit que... d'un concert peu après, en 1950. Diplômé de l'ENA en 1947, il devient haut fonctionnaire à la direction du Trésor. Adhérent du PCF, il crée... Il faudrait éteindre la radio. Donc, par ce mode d'être qui consiste précisément à devenir. Donc, ça veut dire que, justement, l'être du temps est d'être constamment autre, constamment renouvelé et ne pas demeurer. Mais comme c'est son être, c'est en tant que tel qu'il existe. Donc, ce n'est pas une raison pour son inexistence, évidemment. Donc, reposer la question de l'existence du temps est un peu, après cela, est un peu inutile, en fait, vain, puisqu'on a une réponse ontologique. Et ce fait d'avoir son être dans le devenir, ce n'est pas seulement le cas du temps, c'est déjà le cas du changement. C'est déjà vrai pour le changement, donc d'être caractérisé par une succession qui ne demeure pas, et donc d'être constamment renouvelé. Mais alors, ce qui est propre au temps par rapport au changement, c'est que le temps exprime la durée du changement. C'était cette notion de durée qui, finalement, était fondamentale pour distinguer ultimement le temps. Donc, on va retrouver ces caractéristiques-là, c'est ordre, succession, durée, devenir. On va retrouver tout ça dans toutes les études postérieures sur le temps. Et je vais simplement vous signaler que encore au début du XVIIIe siècle, on a un débat entre une conception plutôt platonisante et une conception plutôt aristotélisante du temps entre Newton et Leibniz. Et Newton, c'est bien connu, posait qu'il existait un temps absolu et un espace absolu, c'est-à-dire totalement indépendant des corps et qui existerait même s'il n'y avait aucun corps, même s'il n'y avait pas d'univers matériel. Alors ils ont eu un échange de correspondance, pas du tout aimable d'ailleurs, et où même à l'époque, il y avait encore un danger très important qui était de se faire accuser d'athéisme. Et Newton accuse Leibniz de frôler l'athéisme parce que, dit-il, en refusant un temps et un espace absolu, il refuse à Dieu l'ubiquité et l'existence
toujours, de son existence. Parce que justement, pour Newton, s'il est important son principal argument, en fin de compte, est théologique, c'est que c'est Dieu, par son existence, qui fait être le temps et l'espace en étant toujours et partout. Donc, si on retire ça, c'est comme si on niait ces deux caractéristiques de l'existence de Dieu. Alors, Leibniz répond, et je crois que là, il marque un point théologique même, répond que, en fait, l'existence de Dieu est bien au-delà du temps et de l'espace que nous pouvons connaître, aussi bien qu'il soit physique ou mathématique ou abstrait ou autre, et que donc, au contraire, on doit lui attribuer des caractéristiques d'existence qui sont supérieures à celles-là. Je crois qu'il marque un point parce que théologiquement, c'est effectivement, ça correspond mieux à ce qu'on a toujours estimé être la transcendance divine. Alors, ils ont aussi des arguments physiques, mais ces arguments physiques, en fait, du côté de Newton, c'est principalement le fait qu'il n'y a pas d'unité de mesure basée sur des mouvements qui puissent être totalement rigoureuses, totalement toujours égales, toujours identiques. Parce que, dit-il, tous les changements dans l'univers peuvent être éventuellement accélérés ou diminués, et donc, qu'en est-il du temps? Et donc, le temps changera avec ce changement. Remarquez que c'est d'une certaine manière confondre le temps et la mesure du temps, hein, parce que le temps lui-même en tant que pure durée, peu importe que les mouvements soient accélérés ou pas dans l'univers, de toute façon, il sera la même notion. Donc là, il y a quelque chose de... L'argumentation n'est pas tout à fait exacte. Mais donc voilà où en était le débat. Et puis, on ne peut pas ne pas mentionner la théorie de Kant, la théorie kantienne dans la critique de la raison pure, parce que là, c'est une théorie qui a eu une énorme influence et par rapport à laquelle on est toujours obligé de se situer, qui en fait, place le temps entièrement du côté du sujet, entièrement du côté subjectif. Et donc, il faut le replacer dans sa pensée générale, principalement la pensée de l'opposition entre la chose en soi et le phénomène. Donc ça, c'est le fond de sa philosophie. Cette séparation entre ce qui est phénomène, c'est-à-dire les choses qui nous apparaissent, ou la manière dont les choses nous apparaissent, et ce qui est chose en soi, c'est-à-dire ce qu'on doit supposer que les choses sont, mais de manière qui est impossible à connaître pour nous, donc qui nous est totalement inaccessible, qui ne nous est pas donné du tout, d'aucune manière. Donc, il suppose qu'il y a une séparation radicale et que les choses en elles-mêmes sont totalement différentes de ce qu'elles nous apparaissent. C'est un des points qui va être mis en question par la phénoménologie, notamment cette idée que si on s'accorde sur le fait qu'on a certaines dispositions, certaines facultés pour recevoir les choses, alors ce qui ne nous apparaît pas en est radicalement différent. On peut garder éventuellement le doute sur, bon, peut-être que quelque chose ne nous apparaît pas, mais poser que c'est radicalement différent va au-delà de ce qui est affirmable, vous voyez, par des raisons, bon, par des nécessités, quoi. Ça va au-delà de la simple suspicion ou de la simple possibilité, effectivement, que ce soit autre. Enfin bref, en tout cas, ce qu'on peut connaître, c'est les phénomènes et comment on connaît ces phénomènes. Donc, d'une part, on a des expériences sensorielles. Donc, c'est tout ce qu'il appelle les données empiriques. Toutes ces données empiriques qui nous viennent de l'extérieur, en fait, il faut concevoir que nous avons des conditions pour qu'elles se donnent sous une forme ordonnée. Donc, on retrouve la nécessité d'un ordonnancement de données brutes, de données qui en elles-mêmes n'ont pas d'ordre, n'ont pas d'organisation précise, rigoureuse, régulière. Et ces conditions d'ordonnancement des choses, c'est ce qu'il appelle des formes subjectives, des formes a priori ou transcendantales de notre subjectivité. Des formes parce qu'elles informent une sorte de matière brute. A priori, ça veut dire avant toute expérience, avant donc toute réception de données par la sensation. Et transcendantale, ça veut dire qui constitue
l'expérience, c'est-à-dire qui rend possible l'expérience, qui rend possible l'apparition de phénomènes. Et il y a des formes de la sensibilité, donc des formes qui rendent possible une sensation ordonnée, une sensation qui a une certaine régularité. Ces deux conditions, c'est l'espace et le temps, justement. Ce sont les formes a priori de la sensibilité. Et en outre, il y a des formes a priori de l'entendement, c'est-à-dire de la faculté de raisonner. Et donc, ce sont les 12 catégories de l'entendement, donc ce qui nous donne des manières de connaître les choses en les ordonnant selon d'autres rapports, par exemple l'unité et la multiplicité, l'affinité et l'infinité, le fait d'être sujet ou d'être attribut, d'être cause ou effet, d'être nécessaire ou potentiel. Toutes ces modalités ou relations ou qualités des choses sont considérées par Kant comme n'étant pas dans les choses qui nous sont données par la sensibilité, mais comme étant des formes que nous devons avoir, nous, depuis toujours, donc de manière innée, pour pouvoir raisonner sur ce qui nous est donné, donc pour pouvoir penser ce qui nous est donné par les organes sensoriels. Bon, donc c'est la théorie générale. Et donc, comment il justifie le fait que le temps ne peut pas être donné empiriquement? Pourquoi le temps ne pourrait pas nous être donné par les sens et puis après, éventuellement abstrait, sous forme mathématique, etc. Alors, ces principaux arguments, c'est que on peut intuitionner le temps sans les corps, mais pas les corps sans le temps. Donc, on peut intuitionner le temps seul, sans les corps, mais pas les corps sans le temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'impression que c'est exactement l'inverse. Mais c'est curieux bon, d'évoquer comme ça une intuition. Alors, un autre argument, c'est que le temps n'est pas un concept, c'est-à-dire il n'est pas un concept, c'est une notion générale, une idée générale qui est formée à partir de multiples expériences de la même chose, donc formée par induction à partir de l'expérience empirique sensible. Et le temps n'est pas un tel concept, dit Kant, parce qu'il nous est donné en totalité d'abord, d'un seul coup d'abord, comme totalité, avant de nous être donné par partie, par portion. Et ce sont donc cette division en portions qui est un effet d'une de nos facultés, mais il fallait d'abord qu'il nous soit donné en totalité. Donc en fait, il ne nous n'est pas donné comme un concept, puisque quand on va de l'intuition au concept, on va du particulier au général. Tandis que là, on a d'abord sa totalité donnée dans une seule et même intuition, et puis après seulement, on a l'intuition des temps particuliers. À nouveau, moi j'aurais dit plutôt le contraire. Et le troisième argument, c'est qu'il y a des axiomes de la temporalité, par exemple, le fait que des temps différents sont nécessairement simultanés et non successifs. Pardon, l'inverse. Des temps différents ne peuvent pas être simultanés, mais doivent être successifs. S'ils sont différents, ils ne peuvent pas être simultanés. Ce qui contredit peut-être certaines théories de l'éparpillement des temps en fonction des mouvements, puisqu'on pourrait dire que le temps de tel mouvement est différent du temps de tel mouvement, ou le temps qui a lieu à tel lieu est différent du temps qui a lieu à tel lieu, ou pour tel observateur par rapport à tel observateur, ce sont des temps différents, alors même qu'ils sont simultanés. Donc Kant estime donc que c'est un axiome de la temporalité, et surtout que cet axiome ne nous est pas donné empiriquement. C'est là l'argument, c'est qu'il ne nous est pas donné empiriquement. Donc, à nouveau, il faut supposer que ça fait partie de cet a priori, ça fait partie de ce qu'il faut avoir avant l'expérience pour l'appliquer à l'expérience et pas l'inverse. Ça ne peut pas être donné empiriquement. Et ça, voilà les arguments kantiens donc pour dire que le temps ne peut pas être donné empiriquement, mais doit être une forme a priori. Et personnellement, je les trouve très, très peu convaincants. Donc, je ne sais pas votre impression, on pourra éventuellement en débattre après. Mais donc,
voilà pour ce qui concerne la théorie kantienne. Et après, bon, elle a été tout de suite réfutée par Hegel et tout ça, mais je ne peux pas vous parler aujourd'hui du temps selon Hegel parce que ça demanderait d'installer d'abord toute une série de concepts généraux de sa philosophie, parce qu'il il a une philosophie tellement propre à lui, avec un vocabulaire qui lui est tellement propre et qu'il faut amener progressivement, que ça nous prendrait 2 heures, rien que pour mettre le cadre, pour établir le cadre dans lequel on peut penser le temps. Donc là, malheureusement, je dois passer Hegel. Et je vais en arriver à la fin du 19e siècle par un précurseur, vraiment un initiateur de ce que sera la phénoménologie un tout petit peu plus tard, c'est le philosophe français Henri Bergson, qui publie en 1889 l'essai sur les données immédiates de la conscience. C'était sa thèse de doctorat. Et c'est un ouvrage qui aura un retentissement immédiat, qui va tout de suite être très, très répandu, traduit en plusieurs langues, et dont on peut penser que Husserl, fondateur de la phénoménologie, l'avait lu, ou du moins en avait pris connaissance. Et à cette époque, dans les dernières décennies du 19e siècle, il y a un débat et il y a un ensemble de recherches, plutôt de recherches par des philosophes, des psychologues, des médecins, qui est très très intense autour du rapport entre le psychique et le physiologique. Donc on essaye de faire des rapprochements entre ce qu'on commence à connaître de la composition du cerveau et aussi du reste des organes, des transmissions entre les organes et le cerveau, etc. Donc tout ce qu'on commence à bien connaître du point de vue physiologique, on essaie de le mettre en rapport avec des données plus psychologiques, donc autour des facultés cognitives principalement. Et donc la pensée de Bergson s'inscrit dans ce cadre, et il veut donner toute l'importance à l'expérience de la conscience. Et c'est là qu'on commence vraiment à se dire, si on veut une connaissance certaine, une connaissance qui ne soit pas justement simplement l'observation de quelque chose à partir de l'extérieur et sans être bien sûr finalement de notre accès à cet extérieur, eh bien, il faut s'interroger soi-même sur sa propre conscience. C'est-à-dire, il faut examiner ses propres vécus de conscience, ses propres états de conscience, comprendre comment ils fonctionnent à partir de sa propre expérience. Parce que ça, c'est de l'indubitable. Sa propre expérience, c'est de l'indubitable. Bon, après, il faut voir évidemment ce qu'on peut construire après pour se redonner l'extérieur. C'est toujours là la difficulté. Et à propos du temps, donc la question du temps apparaît dans le 2e chapitre. L'essai est donc composé de 3 grands chapitres. La première partie, c'est plutôt sur les sensations et l'intensité dans les sensations. Le 2e, c'est sur la durée, donc ça concerne le temps, c'est ça notre question. Et le 3e, ça sera sur la liberté. C'est montrer qu'il y a une liberté de la conscience à condition qu'à nouveau, on la conçoive d'une certaine façon. Par la suite, juste pour vous signaler quelle est le crédit qu'on peut accorder à Bergson en tant que philosophe, par la suite, Bergson va de plus en plus écrire de manière anti-scientifique, alors qu'ici, il n'est pas anti-scientifique du tout dans cet essai, mais il va le devenir au nom de par une expression plus métaphorique que conceptuelle, et au nom aussi, en retrouvant un certain mysticisme, il devient de plus en plus croyant, de plus en plus fasciné par des explications globales qui ne s'appuient pas uniquement sur des données naturelles. Un simple exemple, c'est son vitalisme dans l'évolution créatrice, qui est un ouvrage qui reprend la théorie de l'évolution. Il a introduit l'idée que, en fait, on ne peut comprendre l'évolution que comme le fait d'une force globale, enfin d'une espèce de puissance globale qui est la vie, comme si la vie était un principe premier par rapport au corps matériel qui la développe. Donc, on retrouve de nouveau cette difficulté de savoir ce qui vient d'abord. Est-ce que c'est d'abord la matière et puis le reste sont des propriétés de la matière, ou bien est-ce que, enfin, de certaines matières, de certaines configurations,
Ou est-ce qu'il faut concevoir qu'il y a quelque chose d'indépendant de la matière et qui, au contraire, va pouvoir venir en quelque sorte donner quelque chose, donner des propriétés ou des actes à la matière? Bon, ce n'est qu'un exemple et ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Mais dans ce premier essai, son étude ne fait intervenir rien qui soit en dehors de l'expérience ou de la pensée rationnelle et logique. Donc, je vais parcourir 3 extraits de cette œuvre qui vont nous amener progressivement, de manière très bien observée, à la notion de la durée, la notion qu'est-ce que c'est exactement la durée. On s'accorde à envisager le temps comme un milieu indéfini, différent de l'espace, mais homogène comme lui. Qui est ce on, Qui est ce on s'accorde? Et c'est à la fois la pensée scientifique et la pensée la plus courante, je veux dire notre habitude, notre familiarité avec le temps, c'est qu'on le considère comme un milieu indéfini, homogène. Donc, et ça, c'est simplement par notre habitude de le mesurer par des unités toujours identiques et homogènes. Donc, les unités temporelles comme les heures, les secondes, et on est habitué à leur régularité et à leur succession continue, ce qui nous donne en fait une totalité homogène, toujours divisée de la même façon. L'homogène revêtirait ainsi une double forme selon qu'une coexistence ou une succession le remplit. Donc, coexistence nous donne l'espace et succession nous donne le temps, comme on l'avait déjà vu depuis Aristote, c'est deux différences, mais ça serait la seule différence finalement entre l'espace et le temps. Il est vrai que lorsqu'on fait du temps un milieu homogène, où les états de conscience paraissent se dérouler, donc c'est comme si notre conscience était dans un certain milieu, donc la succession de nos expériences, de nos actes sensoriels, etc., de nos émotions, enfin de tout ce qui peut être appelé un état de conscience. Donc, ça aurait comme condition, comme une de ces conditions, qu'il existe ce milieu temporel où ça peut venir s'inscrire. Donc, si on en fait ce milieu homogène, on se le donne par la même tout d'un coup. Ce qui revient à dire qu'on le soustrait à la durée. Pour pouvoir en faire un milieu homogène, il faut qu'on considère le temps comme une totalité donnée tout d'un coup. Un milieu, c'est ça. C'est un cadre donné. C'est une extension donc, dont toutes les parties sont appréhendables ensemble d'un coup. Et donc, si on se le donne d'un seul coup, on supprime la durée. Puisque la durée consiste précisément en ce que ça vienne progressivement. Et donc, on rate ce qui est propre au temps. Et finalement, ça nous échappe en nous le donnant comme ça. Cette simple réflexion devrait nous avertir que nous retombons alors inconsciemment sur l'espace. Et oui, puisqu'on a perdu la durée qui est spécifique du temps, on a perdu la succession en se le donnant d'un seul coup, en fait, on retombe sur l'espace. D'autre part, on conçoit que les choses matérielles, extérieures les unes aux autres et extérieures à nous, empruntent ce double caractère, donc ce double caractère d'être extérieures entre elles et extérieures à nous, c'est-à-dire distinctes les unes des autres. Cette extériorité signifie la distinction, la différenciation, la juxtaposition, l'opposition, le fait d'avoir des limites précises les unes par rapport aux autres et par rapport à nous. Donc c'est ça l'extériorité, c'est le fait d'être bien distinctes dans leur étendue. Donc ce double caractère, on conçoit qu'elle l'emprunte à l'homogénéité d'un milieu qui établisse des intervalles entre elles et en fixe les contours. Donc ça, c'est l'espace, c'est le rôle de l'espace justement. C'est ce milieu qui permet que les choses soient juxtaposées avec certaines relations entre elles, donc relation d'être devant, derrière, à gauche, à droite, etc. Mais l'effet de conscience, même successif, donc l'effet de conscience, on ne peut pas les représenter de la même façon, mais simplement dans la succession. Donc comme aussi ayant des limites claires entre eux, donc étant en extériorité les uns par rapport aux autres, avec des contours, des intervalles, des limites. Donc, même s'ils sont successifs, ils se pénètrent
Et dans le plus simple d'entre eux peut se réfléchir l'âme entière. Ça, c'est vraiment une indication tout à fait qui prépare tout à fait la phénoménologie. Et de fait, si vous vous interrogez sur n'importe quel état de conscience, par exemple, je suis là dans un état de conscience où j'ai conscience d'être dans cette pièce, de parler à certaines personnes qu'en même temps je vois, j'ai cet ensemble sensoriel, c'est un état de conscience à un moment T. Mais en fait, cet état n'aurait aucun sens pour moi. Je ne saurais absolument pas comment interpréter ces données si je n'avais pas en même temps la conscience de tout ce que je suis, de tout ce qui m'a amené là, à faire cela, de tout ce que vous êtes vous, qui vous êtes, du sens de ce que je fais, ce qui m'a donné la capacité de le faire, de ce en vue de quoi je le fais, donc aussi l'avenir. Tout ça, en fait, est compris dans cet état de conscience. Cet état de conscience est inséparable de tout ça, sinon il n'aurait aucun sens. Je ne pourrais même pas dire ce que je vois, ni ce que j'entends, je pourrais pas savoir ce que c'est si je n'avais pas moi tout entière dans cet état de conscience. Et donc, il est vrai qu'il y a une interpénétration de tous les états de conscience. Je suis obligée de... Mais bien entendu, cette conscience que j'ai de moi, cette conscience globale, n'est pas là de la même façon que ma conscience sensorielle. Elle est là d'une autre façon. Et c'est ça toute l'étude de la conscience, c'est ça qu'elle devra clarifier. Mais en attendant, c'est clair, on ne peut pas se donner les états de conscience en extériorité les uns par rapport aux autres comme une juxtaposition, comme on se les donnerait dans un espace. Cette simple expérience intérieure suffit à le dire. Et c'est ça toute la force de cette théorie, c'est que c'est de l'indubitable, c'est une évidence. C'est pas un fait qu'on pourrait contester comme comme les axiomes temporels de Kant. Non, là on est vraiment dans... Tout le monde peut faire cette expérience. Il y aurait donc lieu de se demander si le temps, conçu sous la forme d'un milieu homogène, ne serait pas un concept bâtard dû à l'intrusion de l'idée d'espace dans le domaine de la conscience pure. Donc, ce temps homogène est une construction en fait de notre esprit à partir de notre conscience pure qui a une vraie saisie de la temporalité, qui est cette temporalité interpénétrée. Et donc, l'idée qui nous viendrait postérieurement et qui serait celle du temps à la fois habituel et scientifique viendrait d'une intrusion de l'idée d'espace, de la représentation de l'espace dans cette conscience. Dans cette véritable composition multiple de la conscience. Ok, vous m'interrompez s'il y a quoi que ce soit. Hein. Donc, sinon, je poursuis avec le deuxième extrait. La durée toute pure, donc on essaye de cerner ce que c'est finalement, donc cette durée de la conscience, la durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. Donc si justement on se débarrasse de cette habitude de mesurer, de cette habitude de représenter linéairement, qu'on se laisse simplement aller à avoir des états de conscience quelconques, peu importe lesquels, alors on va se rendre compte qu'on ne fait pas spontanément une division stricte entre des états antérieurs et des états présents. Il n'a pas besoin pour cela de s'absorber tout entier dans la sensation ou l'idée qui passe, car alors au contraire, il cesserait de durer. Ce n'est pas la même chose, donc un effort de concentration sur une seule sensation, par exemple, ou sur une seule pensée, ce qui est aussi prôné dans certains types d'exercices ou de méditation, mais c'est pas ça, parce que si on se concentre sur une seule donnée, on ne sentira plus la durée, justement. On perdra aussi la notion de durée, on ne la sentira plus, c'est justement un exercice pour permettre d'éviter de sentir la durée. Et c'est ce que nous disait déjà Aristote, je vous rappelle, il disait pour sentir la durée, pour sentir qu'il y a du temps qui s'écoule, il faut sentir 2 instants séparés par un intervalle. Si on ne sent qu'un seul instant parce qu'on se retient tout le temps dans la même pensée ou dans la même sensation, on ne sentira pas cet intervalle. Donc c'est pas ça, ça correspond pas à ça. Il n'a pas besoin non plus d'oublier les états antérieurs. Il suffit qu'en se rappelant ces états, il ne les juxtapose pas à l'état actuel comme un point à un autre point, mais les organise avec lui comme il arrive quand nous nous rappelons, fondus pour ainsi dire ensemble, les notes d'une mélodie.
Et là, cet exemple de la mélodie, ça va être aussi l'exemple principal, l'exemple clé de la démonstration de Husserl. La mélodie, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que de fait, si vous pensez comment vous pouvez prendre connaissance d'une mélodie et écouter une mélodie et la comprendre en tant que telle, la saisir en tant que mélodie, ça n'est pas du tout la même chose que saisir chaque son séparément. Si on entendait simplement chaque son séparé, avec chaque fois une disparition du son précédent, on ne saisirait pas l'ensemble et ça n'aurait aucun sens de nouveau. On n'aurait pas le sens qui est fait des rapports entre ces sons, qui est fait des différences de ton, qui est fait des écarts et du rythme de ces écarts. Et donc, on n'aurait pas le sens de la mélodie. On ne sentirait pas la mélodie, on sentirait juste un son après l'autre. Et ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est un objet très spécial, la mélodie. Et ça permet de voir à nouveau que même dans une simple sensation, comme une simple audition, il doit y avoir des recouvrements, d'une manière ou d'une autre, des sensations ponctuelles. On ne peut pas dire c'est juste une succession de points. Une sorte, ce qu'on pourrait appeler un atomisme sensoriel. C'est pas possible, un atomisme sensoriel. Ça ne rend pas compte de certaines expériences qui sont aussi évidentes pour tout le monde. Tout le monde a déjà entendu une mélodie et sait bien que c'est différent de sons séparés. Ne pourrait-on pas dire que si ces notes se succèdent, nous les apercevons néanmoins les unes dans les autres et que leur ensemble est comparable à un être vivant dont les parties, quoique distinctes, se pénètrent par l'effet même de leur solidarité. Donc, comparaison avec un organisme, c'est important parce que l'organisme a donne cette même idée de parties qui sont interdépendantes. Donc, où le tout, en somme, est nécessaire pour chaque partie. Chaque partie n'est ce qu'elle est que en étant membre du tout, en étant solidaire avec le tout. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel individu vivant. Vous prenez un corps animal vivant et vous lui retirez une partie, n'importe laquelle, cette partie séparée du corps ne sera plus du tout la même. Elle n'aura plus rien à voir. C'est parce qu'elle n'existait pas en tant que telle sans le tout. Elle n'existe que par sa conjonction, son interaction avec le reste. On peut dire une mélodie, c'est la même chose. Donc ça revient de nouveau à une réflexion qui est déjà très ancienne, qui remonte à l'Antiquité, sur les parties et le tout, où on peut dire que dans certains types de tout, le tout est dans chacune des parties. Une partie n'est compréhensible que par référence au tout. Et en plus, il y a une interdépendance aussi d'une partie à l'autre, pas seulement avec le tout. Donc, il illustre sa compénétration des états de conscience par aussi le fait que ça existe aussi dans d'autres tout comme un organisme. La preuve en est que si nous rompons la mesure, donc il revient à la mélodie, si nous rompons la mesure en insistant plus que de raison sur une note de la mélodie, ce n'est pas sa longueur exagérée en tant que longueur qui nous avertira de notre faute, mais le changement qualitatif apporté par là à l'ensemble de la phrase musicale. Donc, si on prolonge exagérément une note dans une mélodie, le problème ne va pas être juste quantitatif, c'est-à-dire l'erreur, on va sentir qu'on ne joue pas juste, que la mélodie n'est pas juste, mais l'erreur ne viendra pas simplement du fait qu'il y a eu un peu trop d'extension quantitative dans la note. L'erreur, ça va être que toute la mélodie devient fausse, la mélodie devient autre, c'est-à-dire elle change de qualité et pas seulement de quantité. Elle devient une autre. Et ici, vous pouvez entendre qualité au sens de eidos, au sens de quasiment l'essence de la mélodie. Elle devient une autre. On peut donc concevoir la succession sans la distinction, donc sans des limites claires et bien établies dans une succession, et comme une pénétration mutuelle, une solidarité, une organisation intime d'éléments, dont chacun représentatif du tout. Donc, chacun contient d'une certaine manière le tout, n'a son sens que par le tout, ne s'en distingue et ne s'en isole que pour une pensée capable d'abstraire. Donc, ça veut dire que dans un deuxième temps, on peut faire une abstraction et isoler alors des parties d'un tout qu'on a d'abord saisi globalement. Mais c'est une abstraction, c'est second. Telle est sans aucun doute la représentation que se ferait de la durée un être à la fois identique et changeant, donc c'est-à-dire comme nous, nous sommes des êtres à la fois identiques et changeants,
Donc, en même temps, de notre naissance à notre mort, nous sommes la même personne. En même temps, nous changeons tout le temps. Nous sommes ces êtres identiques et changeants. Et donc, si nous nous laissons aller à notre perception spontanée, en fait, de la durée, c'est comme ça qu'on la concevrait. Si on n'avait aucune idée de l'espace, mais familiarisé avec cette dernière idée, parce que nous avons tellement l'habitude de l'espace, obsédé même par elle, donc il y a un excès de prégnance là, de cette image linéaire, nous l'introduisons à notre insu dans notre représentation de la succession pure. Nous juxtaposons nos états de conscience de manière à les apercevoir simultanément, non plus l'un dans l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Bref, nous projetons le temps dans l'espace, nous exprimons la durée en étendue, et la succession prend pour nous la forme d'une ligne continue ou d'une chaîne dont les parties se touchent sans se pénétrer. Et en faisant ça, on rate la durée et on ne comprend rien à la conscience. Donc là, il a éliminé donc un gros problème de représentation. Mais comment préciser cette interpénétration? Comment préciser cette interpénétration des états et donc préciser ce que c'est la durée? Un dernier extrait pour Bergson. Il est vrai que nous comptons les moments successifs de la durée et que par ses rapports avec le nombre, le temps nous apparaît d'abord comme une grandeur mesurable. Donc, bien entendu, on peut toujours compter des unités dans une durée, et on le fait même très souvent. On se dit, je vais m'absenter 5 minutes, je regarde ceci pendant quelques secondes. On est très spontanément, on met un nombre, on appose un nombre sur nos expériences. Donc tout à fait analogue à l'espace. Mais il y a ici une importante distinction à faire. Je dis par exemple qu'une minute vient de s'écouler et j'entends par là qu'un pendule battant la seconde a exécuté 60 oscillations. Donc une pendule à battant, comme il y en avait anciennement, une pendule à battant, mais vous pourriez prendre n'importe quel appareil de mesure, parce que de toute façon, ils sont tous basés sur un changement, donc on pourrait prendre n'importe quel changement. Mais ça, c'est assez facile à visionner, donc à visualiser. Une pendule à battant qui a exécuté 60 oscillations a donc mesure l'écoulement d'une minute. Si je me représente ces 60 oscillations tout d'un coup et par une seule aperception de l'esprit, j'exclus par hypothèse l'idée d'une succession. Je pense non à 60 battements qui se succèdent, mais à 60 points d'une ligne fixe dont chacun symbolise, pour ainsi dire, une oscillation du pendule. Si je dis une minute vaut 60 secondes, en disant ça, en saisissant ce nombre de 60, je me représente une totalité donnée d'un seul coup. Donc, je me dis 60, je peux même visualiser 60 points qui composent la minute. Je me donne une totalité d'un seul coup. Donc, je ne me donne pas la succession, je ne me donne pas la durée. Et il y avait toute une théorie du nombre aussi chez Bergson, le fait justement que la manière dont on saisit le nombre est... il peut y avoir plusieurs manières de saisir le nombre, dont une est une totalité et l'autre est une décomposition. Donc, je reprends. Je pense non à 60 battements qui se succèdent, mais à 60 points d'une ligne fixe dont chacun symbolise, pour ainsi dire, une oscillation du pendule. Si d'autre part, je veux me représenter ces 60 oscillations successivement, mais sans rien changer à leur mode de production dans l'espace. Donc, si je me dis, non, je veux garder la succession pour saisir le temps, je garde les 60 successions d'oscillations, mais sans rien changer à leur mode de production dans l'espace, ça veut dire en les juxtaposant, en les distinguant comme des points. Je devrais penser à chaque oscillation en excluant le souvenir de la précédente, car l'espace n'en a conservé aucune trace. Donc, en passant de l'espace au temps, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que je dois supprimer ce qui est passé, parce que justement, c'est ça la différence du temps, c'est que ces points ne demeurent pas. Même si je me représente les parties du temps comme des points, par homologie avec l'espace, je sais que ces points-là, ils ne demeurent pas. Et donc, c'est comme un espace dont les points ne demeurent pas. Donc, je me donnerai une succession d'oscillations
séparés les unes des autres, chaque fois seulement un à la fois. Mais par là même, je me condamnerai à demeurer sans cesse dans le présent. Et si je me donne qu'une seule oscillation à la fois, c'est toujours celle qui est là au présent. Et peu importe que je l'imagine ou que je l'entende ou que je la vois. Donc, ça peut être une sensation, mais ça peut même être une imagination. Si je me les donne une par l'imagination, c'est la même chose. J'ai chaque fois un présent qui correspond à un battement, et puis un nouveau présent qui correspond à un battement, et je suis toujours dans le présent, et je peux toujours pas me donner le temps. Donc, comment je fais pour avoir une sensation du temps alors que tous mes actes de conscience sont au présent chaque fois? Donc, je n'ai pas résolu le problème. Donc, je renoncerai à penser une succession ou une durée. Que si enfin, donc, dernière hypothèse, si enfin je conserve, joint à l'image de l'oscillation présente, je conserve le souvenir de l'oscillation qui la précédait. Donc, je me dis ça, pour résoudre le problème, il faut que je retienne non seulement le moment présent, mais que je retienne aussi ce qui a précédé. Donc, je retiens comme un souvenir l'oscillation qui la précédait. Il arrivera de deux choses l'une, où je juxtaposerai les deux images, ou les deux sensations, celle qui est présente et celle qui est souvenue. Je les juxtaposerai et nous retombons alors sur notre première hypothèse, nous retombons sur l'espace avec ses séparations et son extériorité. Ou je les apercevrai l'une dans l'autre, se pénétrant et s'organisant entre elles comme les notes d'une mélodie, de manière à former ce que nous appellerons une multiplicité indistincte ou qualitative, sans aucune ressemblance avec le nombre. Une multiplicité qualitative. Donc, c'est une multiplicité où je n'ai plus distingué chaque point séparé, chaque nombre, chaque unité séparée, mais où je les prends vraiment, globalement, comme un véritable tout, pas comme une collection d'unités indépendantes l'une de l'autre, mais comme un véritable tout où elles sont interdépendantes, où on a besoin de chacune mêlée aux autres, en relation étroite et inséparable avec les autres pour me donner ce tout. Sans quoi la minute comme ensemble de 60 secondes n'a aucun sens nouveau, n'aurait aucun sens. Donc je dois de nouveau supposer cette interpénétration, cette organisation à la manière d'une mélodie. J'obtiendrai ainsi l'image de la durée pure, mais aussi je me serai entièrement dégagée de l'idée d'un milieu homogène ou d'une quantité mesurable. Comme je suis passée au qualitatif, je suis plus dans l'homogène. Je n'aurai plus cette impression que chaque seconde est exactement la même extension et que la minute est divisée en 60 parties absolument égales. C'est plus cette pensée-là qui dominera. Ce qui dominera, c'est la durée de la minute comme un tout, certes divisible, mais dont je n'effectue pas les divisions précises. Donc, c'est certes divisible, donc je sens qu'il y a une divisibilité là parce que c'est une extension, parce que ça dure justement. Donc, la durée, évidemment que je la sens comme divisible, mais je n'effectue pas cette division précise et donc je ne retombe pas sur une ligne de points. Je saisis la durée elle-même. Voilà comment je peux faire. Donc, voilà comment Bergson, franchement, a fait une grosse avancée dans la conscience du temps. Mais on peut encore lui reprocher, disons, d'utiliser des termes pas extrêmement précis. Cette interpénétration, quelle est-elle? Quel est le rapport aussi entre le subjectif et l'objectif dans l'expérience qu'il nous raconte? On a l'impression que c'est une expérience intime, bien sûr, tout à fait exacte pour la conscience, mais qu'en est-il alors des objets, de la pendule elle-même, du temps qui est lié au changement des corps extérieurs? Où est le rapport? Ça manque encore. Et donc, tout ça va être maintenant entrepris par la phénoménologie et par son fondateur, Husserl, qui fait paraître les leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps en 1928. Mais en fait, c'est une pensée qu'il a, c'est une étude qu'il a
formulé, qu'il a pensé bien avant sa parution, parce que ça faisait partie de ses cours des années 1905-1906. Donc, c'est vraiment antérieur, ou 1904-1905. Ouais, dans les premières années du XXe siècle, il fait ses cours sur ce thème. Et il y a une étudiante qui prend note de tout le cours en sténo, très scrupuleusement, très complètement, qui le retranscrit sous forme publiable. Et puis, ce texte publiable reste dans des tiroirs pendant plusieurs années. Et finalement, en 28 seulement, Husserl demande à Heidegger, qui est son élève, son assistant à l'époque, de bien vouloir publier cette étude dans la revue qu'Heidegger dirige à ce moment-là, une revue de phénoménologie qu'il dirige à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça a pris tellement de retard pour être publié. Donc c'est une pensée qu'il a eue vraiment plus tôt. Alors il faut, avant d'en arriver à la présentation du temps, il faut là aussi resituer les grandes lignes de la phénoménologie. Donc en quoi consiste cette philosophie tout à fait particulière, qui est plus qu'une méthode, qui est à la fois une ontologie et une méthode. Dans les grandes lignes, Husserl, c'est d'abord un mathématicien, et puis il étudie la philosophie, et il pense que la philosophie est absolument indispensable pour les sciences, parce que les sciences sont en train de perdre de vue à quel point elles ont besoin de se fonder dans une théorie de la connaissance, c'est-à-dire à quel point il faut qu'elles justifient l'accès à leurs objets, qu'elles justifient le statut de leurs objets, et donc elles ne se perdent pas dans des déclarations qui sont dogmatiques, faute d'avoir étudié ce qui leur permet de dire ça. Donc je vous renvoie à tout ce contexte de rapport entre la conscience et la physiologie, les observations physiologiques. Il faut qu'elles sachent comment, il faut que ceux qui les pratiquent sachent ce qui leur permet d'observer des objets, par exemple avec de l'imagerie cérébrale, etc., ou avec des dissections anatomiques, etc. Qu'est-ce qui leur permet de dire que ce qu'ils observent, ce sont les choses mêmes, et qu'il n'y a pas justement ce problème de opposition phénomène-chose en soi, ou qu'il n'y a pas un problème de c'est seulement comme ça pour nous, mais en réalité c'est autre chose. Donc il faut fonder les sciences dans une ontologie qui nous permette de dire quel est le statut des choses que nous connaissons et quel est le statut de nous en tant qu'êtres connaissants, qui nous permet d'être en relation avec ces choses. Et c'est ça qu'il veut fonder. Il pense qu'il faut pour ça une nouvelle méthode très particulière. Cette méthode, c'est de commencer par une suspension. Ce qu'il appelle la suspension phénoménologique, c'est que on suspend, on met entre parenthèses, on ne nie pas, mais on met entre parenthèses, on met sur le côté tout ce qu'on sait du monde objectif, tout ce qu'on sait que nous a dit la science ou que nous dit simplement la vie pratique, sur le monde objectif, sur le monde extérieur, et même sur nous-mêmes en tant que on a un corps, on est nous-mêmes faits de la même matière que le monde, etc. On suspend tout ça et on se concentre uniquement sur nos vécus de conscience. Donc, il retrouve une démarche qui se revendique explicitement du cogito de Descartes. Il refait le geste du cogito de Descartes. La seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je pense. C'est-à-dire que j'ai des idées de divers types. Dans le je pense, il y a aussi les sensations, il y a tout ça, mais sauf qu'on ne sait pas quel est le statut des objets qui nous viennent à l'esprit. Tout ce qu'on sait, c'est que, quel que soit ce qui nous vient à l'esprit, pour que même on en doute, dit Descartes, il faut bien qu'on existe. Ici, toutes les fois que je doute, j'existe. Je ne peux pas douter au moins de ça. Donc, Husserl refait un peu la même démarche et il rend hommage à cette idée de cogito. Il dit donc, on va se concentrer sur ce qui se passe quand on a un cogito, une cogitatio, donc un acte de pensée quelconque, de conscience quelconque, et un objet qui correspond, parce qu'à chaque acte de conscience, nécessairement correspond un objet. J'ai toujours conscience de quelque chose. Je n'ai jamais une conscience vide. C'est impossible d'avoir une conscience vide. Je peux avoir éventuellement une conscience du vide, si je veux me concentrer sur le vide, mais j'aurai toujours l'objet vide comme corrélatif de ma conscience. Donc, on va se concentrer là-dessus, et Husserl dit que on va essayer d'atteindre une eidétique des états de conscience, c'est-à-dire arriver à saisir l'essence
l'essence de chaque acte de conscience en faisant une sorte de typologie des différents actes possibles. Et donc, on verra aussi, dans ce cas, si les contenus de la conscience, les objets corrélatifs, varient avec ces divers actes, que sont par exemple sensation, imagination, souvenir, émotion, jugement, pensée, etc. Donc, vous voyez toute la gamme des fonctions possibles qu'on appelle conscientes. Et donc, est-ce qu'on peut avoir le même objet pour toute une série de fonctions différentes et en quoi notre rapport à l'objet se modifie selon ces différents actes ou ces différentes saisies, appréhensions de l'objet. Et justement, quand on fait cette variation, on se rend compte très vite qu'il y a ce qu'il appelle une donation originaire. Une donation originaire, donc une donnée première qui est nécessaire pour toutes les autres, dont toutes les autres sont d'une certaine manière une reprise ou une répétition ou une variation. Et cette donation originaire, c'est la perception. La perception nous donne des objets d'une manière totalement différente des autres représentations. En quoi est-ce qu'elle est totalement différente? Eh bien parce que pour les objets de ce qu'on va appeler désormais un acte de perception, on l'avait suspendu au départ ce que c'était, mais maintenant on peut dire que tous les actes qui ressemblent à ça, on les appellera perception. Tous ces actes sont ceux où les objets se donnent par esquisse. Par esquisse. Le mot esquisse, c'est en allemand Abschattung. Abschattung, où on a la racine de Schattung qui est l'ombre. Et en fait, on découpe comme des aspects, des ombres, des perspectives différentes sur la même chose. Et en fait, il est impossible de reconstituer un objet, d'identifier un objet sensible sans le saisir par de multiples données sensorielles. Donc, pour me représenter un arbre, il faut que je peux pas me contenter d'avoir simplement une vision à partir d'un seul angle de vue, à partir d'une seule perspective, d'une seule situation, parce que sinon je pourrais pas le différencier, par exemple, d'un décor. En fait, il faut que je me donne la troisième dimension, par exemple en le voyant sous d'autres angles ou en faisant le tour. Et puis, je pourrais pas me dire non plus, je pourrais pas non plus explorer quel type d'arbre c'est si je ne m'approche pas à une distance suffisante. Si il y a un autre objet qui passe entre les deux, entre moi et l'arbre, je ne pourrai plus l'apercevoir du tout. Donc, j'ai toute une série de contraintes qui sont propres à la perception, de contraintes qui sont typiquement spatiales, qui sont vraiment des contraintes spatiales. Donc, si quelque chose passe entre l'objet et moi, ben, c'est bien qu'il y a une distance réelle entre l'objet et moi qui fait que je ne peux plus le voir. Et c'est la même chose avec les autres sens. Je ne peux plus toucher, je ne peux plus entendre s'il y a des obstacles qui sont des obstacles dans l'espace. C'est ça qui me donne la notion d'espace, en fait. C'est qu'il y a des obstacles à ma perception. Et c'est pas du tout le cas en imagination, par exemple, ou en souvenir, parce que je peux imaginer un arbre qui est tout au milieu d'une forêt, et moi je suis à l'orée de la forêt, et cependant je peux parfaitement m'imaginer cet arbre-là, alors que le voir, ça serait impossible, il serait caché par tout le reste de la forêt. Et pour un souvenir, c'est pareil, je peux aussi à ma guise me représenter un arbre dont que je me souviens d'avoir vu, alors même que je ne suis plus devant lui, je ne suis plus dans cette forêt. À ma guise, je peux me le représenter. C'est complètement différent de la perception. C'est vraiment une expérience complètement différente. Et je sais aussi que je ne peux pas me représenter ni imaginer quelque chose dont je n'ai pas eu d'abord des perceptions au moins partielles, au moins sous forme de une donnée première que je peux modifier. Donc, cette donation, elle nous indique qu'il y a des objets qui nécessairement ne sont pas inventés par nous, donc ils doivent nécessairement être ce qu'il appelle transcendant, c'est-à-dire extérieur, vraiment extérieur à nous.
puisqu'on ne peut pas les faire varier à notre guise, et qui sont nécessairement dans l'espace. Ils sont nécessairement étendus et se situent dans un espace avec des intervalles et des distances qui nous en séparent. Après, il pourra en tirer aussi toute une réflexion sur notre corps propre, sur le fait que nous devons aussi avoir un corps mobile, parce que sinon, on ne pourrait pas explorer une partie de ce genre d'objet. Donc, on va de cette manière-là reconstruire ce qui était des évidences, disons, spontanées, mais qu'on avait suspendues au départ. Et après cette étape phénoménologique, donc qui nous permet de cerner ce que c'est qu'un phénomène, hein, le phénomène c'est ça, c'est ce qui nous apparaît d'abord de manière perceptive et puis qu'on peut réactualiser, représentifier. Donc ça c'est la première étape qui constitue de cette manière les phénomènes. Et une deuxième étape de la philosophie phénoménologique, c'est l'étape transcendantale. Donc là où Searle reprend la notion de transcendantale de Kant, c'est-à-dire se dit maintenant il faut voir quel est cet ego, hein, ce qu'il appelle l'ego transcendantal, cet ego, ce moi, ce sujet, ça ne le dérange pas de dire sujet, qui est capable de constituer les phénomènes et comment est-ce qu'il les constitue. Bon, mais ça, c'est l'étape, c'est une étape dont on n'aura pas besoin aujourd'hui. C'est une étape qui est beaucoup plus compliquée à comprendre chez Husserl parce que toujours il la repoussait, toujours il reprenait ces mêmes enquêtes et il n'arrivait jamais à publier quelque chose de définitif sur cette étape qui est vraiment plus difficile. Parce qu'il s'agit de se redonner tout le monde, hein. Il s'agit de remontrer comment, à partir de l'ego transcendantal, donc à partir de cette constitution que nous faisons des phénomènes par nos facultés, à partir de là, on peut se redonner tout le monde, et autrui, et les autres humains, les autres consciences, en tant que conscience. Bon. Donc ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est comment on atteint la perception du temps. Donc, il y a une perception temporelle et comment on l'atteint. Et c'est pour ça que Husserl reprend l'idée qu'il y a des objets proprement temporels, comme la mélodie. C'est là que revient l'exemple de la mélodie. Il y a des objets proprement temporels, ce qui signifie que c'est pas nous, contrairement à chez Kant, c'est pas nous qui imposons une sorte de forme ou de structure temporelle à des objets qui n'en auraient pas, qui de l'extérieur, en nous arrivant, n'en auraient pas encore. Mais ce sont des objets dont l'être même est inséparable de la durée, dont l'être même est inséparable d'une temporalité, qui ne peuvent se donner que de cette façon, que dans un temps, que dans une durée. Donc, c'est un certain mode d'être, le mode d'être temporel qu'on retrouve de cette manière-là. Et son analyse de la mélodie, elle est un peu plus précise que celle de Bergson. Elle remonte d'abord à un psychologue et philosophe qui avait été son professeur à Vienne et qui s'appelle Franz Brentano. Qui, dans ses cours, mais pas dans une œuvre publiée, dans ses cours, avait déjà émis cette proposition que pour percevoir une mélodie, il fallait donc non seulement percevoir le son présent, mais aussi retenir les sons précédents, et il proposait, lui, que ce soit par l'imagination. C'est-à-dire que comme, par définition, il n'y a de sensation que du présent, il n'y a de sensation que de ce qui est présent, et que au présent, donc de ce qui est présent au sens spatial du terme et au présent au sens temporel du terme, il n'y a de sensation que dans cette étroitesse-là. Alors, si pour percevoir la mélodie qui est durative, qui est une succession, pour la percevoir tout entière, avec sa signification propre de succession, il faut qu'une autre faculté, et il propose que ce soit l'imagination, retienne les sons précédents. Alors, de l'imagination, la mémoire est un cas particulier. La mémoire est un cas particulier où non seulement on se représente quelque chose, une donnée sensorielle, mais en plus, on se représente soi-même ayant saisi cette même donnée sensorielle dans le passé. Donc, c'est associé à une représentation de soi-même dans son propre passé.
Donc ça, c'est un acte de souvenir. C'est la différence avec un simple acte imaginatif. Donc je peux me représenter un arbre d'une manière générale, même un arbre très précis, hein, avec des caractéristiques tout à fait individuelles, singulières, mais ça ne deviendra un souvenir que si je me dis « Ah, cet arbre-là, je l'ai vu et donc je me revois en quelque sorte le voir, je me ressens, je me rééprouve le voir à un certain moment précis du passé. » Même si le moment n'est plus déterminable précisément d'ailleurs. Bref, Brentano propose que ce soit l'imagination et Husserl dit il a raison sur le fait qu'il faut qu'il y ait une rétention des étapes passées, des sons passés, mais ça ne peut pas être l'imagination. Ça ne peut pas être l'imagination parce que justement, quand on imagine quelque chose, on sait que c'est différent. C'est-à-dire des sons imaginés, on peut imaginer des sons, hein. On peut se rappeler des sons, on peut imaginer des sons. J'imagine que j'entends un son, je sais que c'est de l'imagination. Je fais parfaitement et spontanément la différence entre un son que j'entends et un son que j'imagine. C'est pas du tout la même chose. Or, quand j'entends une mélodie, quand j'écoute une mélodie, ce n'est pas du tout le cas que je perçoive un son et que les autres, je les imagine. C'est pas comme ça que ça se passe. Je les entends tous, en fait. Donc, comment je fais pour les retenir alors même que la sensation n'est que présente? Eh bien, justement, Husserl va proposer un schéma de perception élargie qui n'est donc plus concentré sur l'instantané, mais qui ne renonce pas tout à fait non plus à la particularité. On va faire un gros plan, vraiment un très gros plan sur le tableau. Voilà, qui ne renonce pas non plus à la particularité de la sensation qui est de saisir au présent, parce que quand j'entends la mélodie, je peux dire avec certitude que j'entends aussi un son à la fois, hein, c'est tout à fait vrai aussi. Donc, je ne peux pas renoncer non plus à ça, je dois tenir les deux ensemble. Et donc, dans ce schéma, on va partir de la sensation originaire. La sensation originaire, c'est la seule qu'on appelle sensation, S, elle est au présent. Et là, il y a la nouveauté. Il y a ce qui surgit de nouveau. Chaque fois de nouveau, hein, c'est le son nouveau qui apparaît à chaque fois. Donc, j'ai une sensation au présent. Et ensuite, cette sensation, elle va être remplacée par une sensation qui est encore à venir, d'abord, qui était alors encore à venir. Elle va être remplacée et elle-même va passer dans une rétention, cette fois, dans une rétention qui est le juste passé, le JP, le juste passé. Donc, il y a une rétention du juste passé, je le garde encore comme une donnée sensorielle, pas comme une imagination, comme une donnée sensorielle au sens propre. Et ensuite, immédiatement, ce juste passé va être remplacé par un nouveau juste passé, hein, qui est le passage de la nouveauté qui est passée. Donc, je vais avoir une rétention de ma première rétention, qui sera l'avant juste passé. Et puis, juste après, je vais avoir une rétention de la rétention qui sera l'avant juste passé, et ainsi de suite. J'ai une modification continue de mes sensations qui se renouvellent à chaque fois, pour autant qu'il y a des sons qui continuent à arriver. J'ai une modification de chacune de ces sensations vers une rétention juste passée, et puis un peu plus que juste passé, un peu plus que juste passé, et donc continue, puisque chaque fois du nouveau juste passé qui arrive. Et il y a une modification, dit Husserl, parce que je ne confonds pas la sensation du son présent, je ne la confonds pas avec les sons que je retiens. Sinon, j'aurais plusieurs sensations de son en même temps et je ne les distinguerai pas. Donc, ça ne me donnerait pas non plus la mélodie. Je ne les confonds pas. Donc, c'est que je les retiens sous forme sensorielle, mais modifiée. Donc, il y a des données sensorielles modifiées. C'est ça que c'est ça le statut de ces sons passés. Et c'est seulement l'ensemble de cette extension et de ces multiples rétentions qui forment une synthèse d'appréhension, dit Husserl. Il a une synthèse parce que c'est d'une certaine manière une seule sensation pour le tout. C'est un seul acte d'appréhension qui me donne alors
la mélodie étendue, la mélodie avec sa durée, précisément avec sa durée et sa multiplicité interne, puisqu'il y a des distinctions internes entre ces sons. Donc, j'ai une seule synthèse d'appréhension, j'ai une unité qui me donne la mélodie dans sa durée, et en même temps, je peux rendre compte du fait que j'ai à la fois des sensations strictement instantanées, je ne renonce pas à ça, j'ai une rétention qui n'a pas besoin d'une autre faculté que la sensorielle, mais qui est de l'ordre d'une modification de la donnée sensorielle. Et c'est pas un affaiblissement du son, dit Husserl. C'est pas comme un son affaibli que je percevrai de plus en plus faible. C'est pas ça non plus. Parce que de fait, je peux entendre un son qui devient de plus en plus faible. Et je sais que c'est pas la même chose que d'entendre une mélodie. C'est pas la même chose. Alors, on peut aussi appliquer ce schéma, non pas seulement à une mélodie, mais aussi à un son qui dure. Si un son dure en restant toujours le même, en fait, j'ai besoin de la même rétention pour pouvoir dire que c'est toujours le même. Sinon, comment je saurais? Donc, pour faire une comparaison entre des données sensorielles successives, pour une comparaison donc, qui me donne une différence ou une identité, peu importe, pour faire cette comparaison, j'ai besoin de cette rétention sensorielle. Et c'est au niveau même de la sensation que ça se passe. Je n'ai pas besoin d'ajouter une faculté en plus. Et ça, je le sais parce que si je me représente la conscience d'un autre type de faculté, conscience imaginative, conscience de souvenir, etc., je sais bien que c'est différent. Je sais bien que c'est autre chose. C'est pas ça. Et donc, voilà comment, en fait, on a en fait, tout simplement, une durée au sein, à l'intérieur de la perception elle-même, dans la perception elle-même. Donc, il y a on a répondu de cette manière-là à ce que c'est que la perception d'un objet qui est temporel en lui-même. Il est temporel en lui-même, dit Husserl, parce qu'il n'est pas possible de saisir cet objet autrement que de cette manière-là. Et en fait, la thèse ontologique qu'il y a derrière, c'est pas seulement une thèse sur la conscience et donc sur le phénomène en tant qu'il se donne à la conscience, c'est aussi une thèse ontologique parce qu'il dit que ces objets-là, c'est leur être même de ne pas pouvoir apparaître autrement. Donc, c'est pas une insuffisance de nos facultés qu'il faut poser en se disant, ben, nous, on ne peut pas les percevoir autrement, mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas de temporalité, hein, mais nous, on les perçoit comme ça. C'est pas ça. On est obligé de penser, en réalité, que ils ne peuvent se donner que comme ça parce qu'ils sont comme ça. Et donc, on a une réconciliation dans la phénoménologie, par cet exemple, mais par plein d'autres encore, du fait qu'il ne faut pas établir une séparation entre choses en soi et phénomène. Le phénomène est certes la manière dont les choses se donnent à nous, mais la manière dont elles se donnent à nous est corrélée en fait avec ce qu'elles sont. C'est parce qu'elles sont d'une certaine manière qu'elles se donnent à nous de cette manière. Il y a une corrélation. Il y a une raison. Hein, il y a une raison qui leur est intrinsèque. Et donc, pour résumer tout ça, on va lire le petit extrait là des leçons pour une phénoménologie de la conscience du temps. S'agissant de la perception de la mélodie, nous distinguons le son donné maintenant, que nous nommons son perçu, et les sons qui ont passé, que nous nommons non perçus. Donc ça, c'est ce qu'on fait spontanément. Hein. On a l'impression qu'on a le son perçu et puis les sons non perçus. D'un autre côté, nous nommons la mélodie dans son ensemble, mélodie perçue. Alors, on dit bien que ce qu'on entend, c'est la mélodie. Bien que seul pourtant soit perçu l'instant présent. Nous procédons ainsi parce que l'extension de la mélodie n'est pas seulement donnée point pour point dans une extension de la perception, mais l'unité de la conscience rétentionnelle maintient encore les sons écoulés eux-mêmes dans la conscience et en se poursuivant produit l'unité de la conscience qui se rapporte à l'objet temporel dans son unité à la mélodie. Donc voilà un résumé où on retient à la fois le multiple et l'unité, à la fois le successif et le duratif et la perception instantanée. Une objectivité du genre d'une mélodie, donc un objet du genre d'une mélodie, ne peut pas être perçue, c'est-à-dire donnée elle-même originairement, hein, donc la perception comme donation originaire, autrement que sous cette forme.
l'acte constitué, édifié à partir de la conscience du maintenant et de la conscience rétentionnelle, donc du maintenant, le présent et toutes les rétentions en dégradé continu, est la perception adéquate de l'objet temporel, la perception adéquate. Donc, on s'est redonné en fait des objets tels qu'ils sont. C'est comme ça qu'est ce type d'objet. Et donc, on peut conclure que la conscience de durée et la conscience de succession, ce sont des données originaires. Ça n'a pas besoin d'être recomposé, par exemple, par la pensée, par l'abstraction, par une représentation mathématique. Il n'y a pas besoin de ça. Ce sont des données originaires. Parce que ce sont des perceptions. Ce sont des actes de perception. Je sens la durée grâce à des sons duratifs, par exemple. Et donc, c'est une donnée originaire. C'est une donnée première. Ce n'est pas une donnée reconstituée par mon esprit. Après cela, Husserl se demande, donc toujours dans la même œuvre, il se demande, mais quelles sont les conditions du côté de la conscience pour qu'elle puisse faire cette rétention? Quelles sont les conditions pour qu'elle puisse se donner cette durée? Et on devrait remonter un peu en amont et se dire qu'est-ce qu'elle doit être, la conscience, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir cette rétention. Et cette condition, c'est pour Husserl que justement, la conscience, elle est une continuité temporelle en elle-même. La conscience, elle est quelque chose de temporel en elle-même. Elle a c'est ce qu'il appelle un flux originaire, ou elle est plutôt un flux originaire, mais où le mot flux n'est plus justement une succession d'états ou d'objets, mais en fait est devenue une métaphore, est devenue une simple métaphore parce qu'il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui s'écoule, il n'y a rien qui se succède. Le flux originaire, donc la durée primordiale de la conscience, qui est son être même, il faut le poser, il faut le supposer comme condition, il faut se le donner comme condition pour qu'elle puisse, dans cette durée originaire, justement, retenir certaines portions, retenir donc certains états d'elle-même, certains de ses propres vécus, et en faire une unité. Donc il faut poser ce flux, et on peut essayer de se le représenter, il dit de manière réflexive, c'est-à-dire le saisir comme un vécu nécessaire, mais on ne peut pas se le donner de manière perceptive. Dire celui-là, il n'est pas perceptible, ce flux-là. C'est pour ça qu'il l'appelle aussi la subjectivité absolue. La subjectivité absolue parce que absolue au sens de ne dépendant pas d'autre chose. C'est la subjectivité qui n'est pas donnée à partir des objets, qui n'est pas donnée à partir des actes, qui n'est pas donnée à partir des expériences qu'on fait, mais qui est là comme l'être même de notre conscience. L'existence même de notre conscience, si vous voulez. C'est là qu'on rejoint aussi temps et existence. L'existence même de la conscience est temporelle. Et c'est grâce à cette existence temporelle que les vécus de conscience peuvent s'agencer les uns dans les autres, peuvent se retenir en des synthèses duratives. Donc voilà l'explication ultime, et on peut dire aussi à partir de là, par exemple, que on retrouve aussi un certain ordre du temps qui est irréversible et qui est donné une fois pour toutes. C'est-à-dire que tout ce qui a été passé est désormais fixé en avant et après, dans son avant et après, dans son rapport avec les autres événements, de telle manière que ça ne va plus jamais changer. Donc c'est donné une fois pour toutes. Une fois que c'est passé, il y a un ordre irréversible du temps. Ça ne va plus changer et c'est une situation absolue. On peut dire que c'est une situation absolue parce que cette succession est celle-là une fois pour toutes. Donc on retrouve, c'est comme ça qu'on voit aussi que la méthode phénoménologique permet de retrouver certaines affirmations à propos du temps objectif, alors même qu'on est parti d'une suspension de tout ce qu'on connaissait de l'objectif pour avoir une certitude subjective.
Donc voilà un exemple de conciliation de l'objectif et du subjectif dans la phénoménologie à propos de la temporalité. Et à partir de... Bon, alors il n'y a pas... Tous les objets ne sont pas temporels, mais dès le moment où on a découvert qu'il y a ces objets temporels, qu'on a cette temporalité originaire, à partir de là, évidemment, toute expérience d'objet peut se faire dans la durée. On peut constater dans la durée n'importe quel objet. On peut observer dans la durée n'importe quel objet, même s'il n'a pas dans son être cette nécessité temporelle. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir avec Heidegger et peut-être un peu de Sartre ce qu'ils ont pu encore ajouter, eux, soit à la conscience simplement du temps, soit à son rapport avec l'existence et avec les dimensions, disons, plus existentielles de l'être humain. Voilà ce qui nous reste comme programme. J'ai l'impression d'avoir galopé. Mais bon, on a l'occasion de revenir sur tout ce que vous voulez. C'était très dense, très, très complet. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai peut-être une, du coup. Oui. Alors, du coup, je comprends bien, la phénoménologie, elle apporte un nouveau regard sur l'ontologie en évitant cette séparation chose en soi et ce qui est perçu, quoi. Enfin, les perceptions. Phénomène. Ouais, merci. Je me demandais, est-ce que c'est pas aussi en fait une espèce de duplication de l'ontologie, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse surtout à des objets qui font sens pour nous, comme dans l'exemple de la mélodie, mais qui reste à côté de ça, la mélodie, celle qui peut nous intéresser moins, qui consiste simplement à l'espèce d'ensemble de notes jouées avec une certaine intervalle les unes après les autres. Alors on sait que c'est pas ça qui nous intéresse comme mélodie, mais c'est sûrement à cet objet-là dont on parlait avant quand on cherchait l'ontologie de la mélodie, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Enfin, en gros, c'est comme si avant on a encore l'objet physique de la mélodie, c'est-à-dire vraiment les vibrations de l'espace et tout, et aussi cette idée de la mélodie, l'objet qui fait vraiment sens pour nous, qui est intéressant parce que c'est avec cette perception que c'est enfin un objet intéressant, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, on évite la séparation du coup pour l'ontologie de la mélodie qui sens pour nous, mais qu'à côté, il reste l'objet de la mélodie purement physique, qui peut peut-être être moins intéressant, mais qui reste quand même là. Alors, voilà, Oui, est-ce que oui. c'est pas une duplication plutôt que vraiment un remplacement Oui, oui. En fait, chez Husserl, il est très clair que la recherche phénoménologique, elle est complémentaire des sciences en ce sens qu'elle les fonde. C'est-à-dire qu'elle leur donne leur assise. Et que donc, on pourra étudier scientifiquement, effectivement, les longueurs d'onde, etc. Mais que le problème d'étudier des objets de cette façon-là, c'est qu'on a toujours le doute sur ce qu'on saisit. On a toujours le doute sur... bon, on décrit des observations, mais comment on sait que les choses sont de cette façon-là? Et donc, c'est complémentaire. On sait par la science que les sons sont des longueurs d'onde, on sait qu'ils font vibrer notre oreille interne, etc. On sait qu'il y a une transmission nerveuse au cerveau. Tout ça, on le sait par les sciences. Mais ça ne vaudrait pas grand-chose si on ne pouvait pas dire, à partir de la certitude de la conscience, que ça existe vraiment en tant que tel. C'est à partir de la certitude de la conscience qu'on peut dire que ça existe vraiment en tant que tel. C'est-à-dire que, donc, que ces vibrations, ces longueurs d'onde, elles se donnent comme des objets temporels. C'est-à-dire elles
si elle se donne à nous temporellement, c'est grâce à notre temporalité interne, mais c'est aussi grâce au fait qu'elles sont vraiment des objets de ce type. Et donc, en fait, ça vient confirmer que les objets ont bien ces caractéristiques. C'est une manière de dire, on découvre qu'ils ne peuvent pas se donner autrement que ça, qu'on ne peut pas les percevoir autrement que ça, et que si on ne peut pas les percevoir autrement que ça, c'est parce que c'est des propriétés qu'ils ont vraiment, en fait. C'est des propriétés qu'ils ont vraiment. Mais si on observait simplement les longueurs d'onde, justement, si on se les représentait de manière spatiale, hein, comme on est très tenté de le faire, hein. Moi déjà, je suis en train de penser longueurs d'onde, je les vois évoluer dans l'espace, quoi. Et c'est pas ça, ça ne rendra pas compte de la sensation du son, ça. Donc, comment je fais le rapport entre les deux, justement, entre cette onde qui se déplace dans l'espace et puis la sensation du son? Je ne peux pas le faire si je n'ai pas fait cette analyse de l'état de conscience, de la perception comme acte de conscience. Mais si j'ai fait cette analyse, je peux parfaitement intégrer dans cette analyse tout ce que la physique m'apprend sur le son physique. Je peux l'intégrer dedans. Très facilement, c'est complémentaire. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? Parce que tu disais tous les objets ne sont pas temporels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet à quoi? Mais si on prend, en fait, les plupart des objets ne sont pas temporels au sens où ils sont peut-être, ils sont en devenir, hein, mais c'est pas la même chose. Ce qu'il appelle un objet temporel, c'est pas la même chose qu'un objet en devenir qui donc bien sûr donne lieu à un changement et donc à une durée, etc. Ça c'est la plupart des objets qui sont effectivement dans ce sens-là duratifs. Mais ce qu'il appelle objet temporel, c'est des objets qui n'ont pas qui n'ont pas d'être même en dehors de la succession, qui n'existent qu'en tant que succession de quelque chose. Alors que c'est pas vrai d'un corps, par exemple. Un corps, il existe en dehors de la succession. Il se fait que, en général, il se transforme, donc il a des états successifs, mais il n'est pas réduit à ces états successifs. Il est autre chose d'abord, quoi. Et puis après, bon, il se fait qu'il y a de la durée, s'il dure. Puis il y a même aussi des objets qui ne durent pas du tout. Il y a je sais pas, des particules qui sont quasiment instantanées. Enfin, mais effectivement, c'est important de bien faire la différence entre des objets qui simplement ont des changements qui donc donnent lieu à une durée et des objets qui sont proprement temporels, c'est-à-dire qui n'existent pas autrement que comme succession. Ils ont un nom, les objets qui sont pas temporels, les autres? Non, pas spécialement. Il y en a tellement. Enfin, c'est l'ensemble de tout le reste, quoi. Il y en a tellement. Mais il faut voir aussi quels sont les objets spatiaux, hein. C'est aussi important de savoir lesquels sont spatiaux en eux-mêmes et donc se donnent à nous sous forme d'esquisse spatiale, hein, sous forme d'aspect qu'on ne peut découvrir que dans l'espace avec des déplacements, avec des interactions spatiales, etc. Moi, j'ai aussi une question. Oui. En fait, donc j'aimerais comprendre ce qu'il appelle la notion de rétention. Oui. Donc, on a une sensation et on la retient, et du coup, elle est marquée comme étant différente de la sensation actuelle, mais elle est quand même mémorisée. Donc, ça, d'accord. Mais comment il arrive à se représenter ce que c'est qu'une rétention sans au préalable avoir la notion de temps? Parce qu'en gros, enfin, je sais pas, pour moi, comment dire? Oui, Pour oui, dire oui, que je quelque chose est comprends. retenu, il faut qu'il y ait eu un moment après pour Oui, que le oui. truc ait disparu, et donc il y a déjà une notion de temps qui est présupposée. Oui, oui, mais tu as tout à fait raison. En fait, ça, c'est très important. Justement, il ne dit pas que la notion de temps vient de là. Et c'est comme ça qu'il dit que, au contraire, il fait la démarche inverse. Il remonte à la condition temporelle, et cette condition temporelle, c'est le flux originaire de la conscience. C'est pour ça qu'il dit qu'il est indispensable de nous donner une temporalité préexistante, parce qu'on ne pourrait pas constituer effectivement la notion de temps à partir de ce qui demande effectivement le temps. D'accord. Et donc tu as tout à fait raison. La rétention,
elle demande une distinction entre l'avant et l'après. Évidemment qu'on a besoin de cette distinction d'abord. Cette distinction doit être donnée. Et par quoi elle est donnée? Elle est donnée par notre propre durée, en fait. Par notre propre durée qui n'est pas celle de nos états qu'on peut saisir, hein, parce qu'on peut saisir chacun de nos états. Hein. Je peux saisir que je suis en train d'être dans cette étape de perception, etc. Donc, c'est une durée encore plus originaire que ça. Mais on est obligé effectivement de se la donner. Donc, on a bien une condition subjective de la temporalité, sauf que c'est pas comme chez Kant, c'est pas une forme a priori qui informe les choses, comme si on devait mettre une structure, une grille de lecture en quelque sorte de ce qui nous vient. C'est la condition d'abord de notre propre durée de conscience, et à partir de là, ça donne la possibilité à notre conscience de faire la distinction entre ses propres états antérieurs et postérieurs, et comme elle a la distinction de ses états antérieurs et postérieurs, elle a aussi la distinction entre les objets qui correspondent à chacun de ces états. Et donc, elle se rend compte que les objets aussi ont de l'antérieur et du postérieur. Ça se fait dans cet ordre-là, en réalité. D'accord. En fait, l'ordre de la condition. D'accord. Je comprends. En fait, j'ai l'impression que du coup, la différence principale entre la notion du temps chez Kant et chez Husserl, c'est que Kant, il a l'impression que les phénomènes se passent dans un espace-temps, alors que Husserl, il dit, peu importe l'espace-temps, on parle des différents états de conscience. Et effectivement, les états de conscience se déroulent, on va dire, les uns après les autres. Et ça, c'est nécessaire, mais par contre, c'est pas nécessaire qu'il y ait un espace-temps dans lequel les phénomènes se produisent. Absolument, parce que la temporalité, elle est celle de la conscience. Okay. Oui, c'est ça. Et c'est très différent pour l'espace. Hein. C'est très différent. Donc, on ne peut pas vraiment dire espace-temps parce que c'est très différent. Par contre, la conscience, elle n'est pas du tout spatiale. Pas du tout spatiale. La conscience elle-même n'est pas spatiale. C'est pas. On peut la localiser. On peut se dire probablement qu'elle est quelque part dans le cerveau ou dans le cerveau tout entier, diffuse. Enfin, on n'en sait rien en fait. Hein. On est incapable de la situer. On peut se dire forcément. Elle est localisée dans un corps, hein, il n'y a pas de conscience en dehors des corps, mais elle-même n'est pas spatiale. Elle-même n'est pas spatiale, elle est temporelle, mais pas spatiale. Un acte de conscience n'est pas spatial. Et... Ouais. Donc, c'est vraiment des conditions très différentes. Est-ce que Husserl, il définit, enfin, si je peux me permettre, est-ce qu'il définit la notion d'espace? Et si oui, comment? Oui, par l'étendue, l'extériorité, Okay. ces notions-là, comme on le fait depuis Hegel, au moins. L'extériorité, notamment. Ouais. Et du coup, ce qui n'est pas conscient pour moi, s'il y a un événement extérieur qui n'est pas conscient pour moi, ça veut dire qu'il n'existe pas, ou il existe pour quelqu'un qui en est conscient? Ça c'est... oui. Alors, ça, c'est quelque chose que la phénoménologie refuse absolument. Elle veut pas retomber dans un esse percipi de Berkeley, cet être perçu, donc n'existe que ce qui est perçu par une conscience. Il refuse absolument ça. Il refuse absolument ça. Mais ce qu'il veut faire, c'est montrer comment on peut retrouver l'existence objective et indépendante des consciences, mais néanmoins à partir des consciences. C'est-à-dire se retrouver un être objectif des choses, par exemple l'être spatial, à partir de certitudes qu'on a dans la saisie de ces êtres spatiaux. Et donc, si on a pu dire qu'il y a des objets qui doivent nécessairement être étendus parce que sinon ils ne se donneraient pas à nous de cette façon-là, ce que je disais au départ, hein, la grande différence entre imaginer et percevoir, c'est que les objets de la perception, s'ils se donnent de cette manière-là à nous, c'est que nécessairement ils existent dans un espace, c'est-à-dire dans une étendue avec des intervalles, des juxtapositions, des relations de devant, derrière. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les découvrir progressivement en se déplaçant, etc. Donc, s'ils se donnent comme ça, c'est qu'ils existent dans l'espace. Et de cette manière, on a reconstitué l'espace. Et donc, on peut dire que si je ne regarde plus cet espace, il continue à être là. De ce fait, on peut le redire. Oui, il continue à être là. Je sais pas, j'ai plus besoin de le regarder. J'ai compris j'ai réaffirmé, j'ai fondé le fait que ces objets existent dans un espace. Je n'ai plus besoin de les percevoir pour que ça continue. Donc, c'est vraiment une refondation. On passe par la conscience, mais pour refonder aussi le monde. Après, c'est vrai qu'il y a un vocabulaire qui a l'air très, parfois très
idéaliste. Hein. Les expressions sont parfois très idéalistes. Dans des expressions comme dire c'est la conscience qui constitue le monde, on a l'impression que oh là, donc nous on invente le monde chaque fois. Mais c'est pas ça. C'est pas on le produit pas, on l'invente pas. C'est qu'on le constitue en tant que monde. C'est-à-dire c'est nous qui lui donnons son être de monde. C'est lui qui nous donne, qui faisons le lien entre ce qui nous apparaît et ce qui est. C'est nous qui remontons à ce qui doit être pour qu'il nous apparaisse comme ça. Et comme on remonte à ce qui doit être, nous lui donnons en quelque sorte l'être. Et c'est en ce sens-là qu'on dit que la conscience est constituante. Mais c'est pas du tout un idéalisme au sens où on dirait seul existe l'esprit et le reste est production de l'esprit. Ou c'est pas dans ce sens-là. Ok. Merci. Vas-y, pose une question. J'ai une question sur la rétention, là. En fait, si j'imagine une musique, ou même si j'entends une musique, c'est vrai qu'au cours de la mélodie, au moment où j'entends la 5e note, la première, elle est déjà plus en train de résonner. Ça dépend un peu de l'instrument, mais pourtant, elle est encore quelque part dans ma conscience, ce qui fait que cette mélodie, je sais que c'est une autre mélodie que toutes les autres, quoi. C'est ça qui lui donne son essence, comme tu as dit. Mais est-ce qu'il y a des travaux maintenant en imagerie, en biologie cognitive, pour savoir si justement il y a cette empreinte qui reste pendant le déroulé de la mélodie? Je suppose qu'il y a des biologistes qui ont fait des expériences là-dessus, quoi, sur la rémanence des notes successives au cours de l'audition d'une mélodie. Mais en fait, l'imagerie n'est pas précise. Hein. En fait, en imagerie, on voit certaines activations de zones, mais on ne peut pas dire, enfin ça, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que ce n'est pas le cas que chaque donnée s'inscrive à un certain endroit, comme si tu avais le neurone du jaune, le neurone de la longueur, le neurone et même chose pour les sons, quoi. Enfin, il y a pas une inscription précise de chacun dans un endroit précis qui ferait et qui en plus serait à ce point précis qu'on puisse le détecter en imagerie. On voit que des zones qui s'activent. On ne peut pas voir un son après l'autre ou une donnée sensorielle après l'autre s'inscrire dans le cerveau. C'est strictement impossible de voir ça. Quand on sait que les récepteurs, si on voit déjà rien que les récepteurs visuels qu'on connaît bien dans la rétine elle-même, ils sont des millions. Comment est-ce qu'on pourrait dire quelle donnée sensorielle correspond à chacun? Et ensuite, quand ça se transmet au cerveau, c'est encore synthétisé. Non, on sait pas. Et trop probablement qu'il n'y a pas de relation univoque d'une donnée à un endroit, à un lieu précis. C'est pas le neurone de la grand-mère ou voilà. Le neurone du sol, mais il y a sans doute, je suis sûr qu'il doit y avoir des travaux là-dessus qui vont regarder ce qu'on voit, en fait, ce qu'on peut voir de la rémanence d'un son donné au bout d'un nombre de secondes. Peut-être, mais en fait, en tout cas, la méthode d'examen de ses propres vécus est beaucoup plus efficace pour distinguer des types d'actes différents. En fait, c'est beaucoup plus efficace d'interroger réflexivement ses propres vécus et de se demander quelle est la différence quand j'imagine, quand je me souviens, quand j'entends et quand je retiens, quand j'entends un son qui diminue, ou bien au contraire quand je n'entends que des sons successifs, mais j'ai encore le sens des sons précédents qui me permet de donner sens au nouveau, etc. Tout ça, je le comprends très très bien si j'interroge mes propres vécus. Mais si même je voyais des neurones du cerveau être activés, même précisément, ça ne me donnerait toujours pas qu'est-ce que c'est. Ça ne me dirait toujours pas qu'est-ce que c'est. Je verrais des lieux. Ça ne montre pas la conscience, ça montre la perception. Ça ne montre même pas la qualité différente, ça ne montrerait même pas la qualité différente de l'acte que je suis en train de faire. Ça ne me permettrait pas de distinguer, par exemple, le même objet perçu, non, pas perçu, oui, le même objet perçu, imaginé, désiré. Donc, le même objet représenté de multiples façons.
où serait la variation neuronale de ça? Tu vois, c'est autre chose. Ou bien ou au contraire, des objets différents qui sont les objets d'un acte identique. Tout ça, c'est des qualités d'actes telles que c'est pas la position dans les neurones du cerveau qui vont nous indiquer quoi que ce soit à ce sujet. Donc en fait, oui, on peut le faire, hein. Bien sûr, on peut continuer à chercher ça, mais moi, je je crois pas que ça va jamais nous apporter plus que ce qu'on fait avec cette recherche sur les actes de conscience. Je crois qu'il y avait une question de Laurence et de Thierry. Oui, ok. Je crois. J'aurais besoin d'un éclaircissement si Oui, c'est possible. pardon. Ah oui. Vas-y, hein. Non, mais c'est parce que j'avais pas mis de micro, en fait, parce que j'ai mis le casque pour pas déranger. Est-ce qu'une phrase est un être temporel? Ah oui. Oui, c'est un très bon exemple. Évidemment qu'une phrase aussi. Bien sûr, si on n'entendait qu'un son à la fois, évidemment qu'on serait incapable de donner sens. Et la rétention, elle est déjà perceptive. Après, bon, il entre d'autres processus. Il y a d'autres processus qui sont nécessaires. Enfin, il y a d'autres, processus qui sont nécessaires en plus, parce que c'est pas juste un son, c'est un son signifiant. Donc, il y a le rapport avec l'apprentissage des significations. Donc, ça mobilise d'autres choses. Mais c'est aussi un objet temporel. Ouais. Merci. Thierry? J'aurais besoin d'un petit éclaircissement parce que moi, j'ai des petits problèmes dans ma tête là. Si j'ai bien retenu, le temps, c'est un changement. Non, ah non. Non, mais on le voit par le changement, c'est ça. Oui, on a besoin d'un changement pour percevoir du temps ou pour dire qu'il y a du temps. Mais ils ne se confondent pas. Oui. Voilà, mais donc si on a besoin de perception, on a besoin d'un observateur. Oui. Donc, moi, j'ai du mal à concevoir que le temps n'existe plus s'il n'y a plus d'observateur pour constater le changement ou j'ai raté quelque chose. En fait, on avait déjà fait la distinction entre le temps comme attribut d'un changement, donc le fait qu'un changement, tout changement a une durée, et le fait de pouvoir mettre des repères dans cette durée, donc pouvoir distinguer justement l'avant et l'après dans une durée. Et ça, c'était ça qui était nécessairement dépendant d'une conscience. C'est-à-dire, sans conscience, il n'y aura pas d'avant et d'après dans une durée. Mais d'une certaine manière, il y aura de la durée. C'est-à-dire, dès qu'il y a des changements, il y a de la durée. Donc, on peut dire que les corps qui sont en mouvement suffisent pour qu'il y ait de la durée, enfin, d'après la phénoménologie, hein, Bergson a appelé autre chose la durée, mais bon. Au sens plus courant et qui est aussi celui de la phénoménologie, oui, il y aura de la durée, mais des repères précis, des relations temporelles telles que l'avant et l'après, il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un observateur, d'une conscience qui fixe des repères par rapport à ses propres actes de conscience, par rapport à sa propre existence. Les repères, effectivement, sont donnés par une existence consciente. Et là, c'était pour marquer la durée, c'est plus le temps où j'ai encore raté quelque chose. En fait, c'est Bergson qui disait que le sens propre du temps, c'est la durée, et qui ramenait cette durée à une qualité, hein, à une perception qualitative et non pas juxtaposée, donc à une certaine interdépendance d'un tout qui a des parties successives. Donc ça, sa définition, on n'est pas nécessairement obligé de la retenir. On peut prendre aussi le sens plus commun qui dit que le temps, c'est la durée du changement, donc c'est la durée d'une succession d'états non coexistants. Ça, là-dessus, tout le monde en fait est d'accord, hein, jusque-là. Et mais que pour
pouvoir justement repérer ces différentes étapes et donc établir des relations entre elles et pouvoir dire donc que l'une est avant l'autre, etc. Pour cela, il faut une rétention, justement. Alors, peu importe comment on la comprend, qu'on la comprenne au sens de la perception rétentionnelle ou qu'on la prenne au sens de la mémoire, parce que la mémoire, c'est encore autre chose, mais OK, mais dans les deux cas, c'est bon. Ça, c'est une condition pour pouvoir dire cette portion de temps-ci, elle est avant celle-ci, etc. Donc, si on veut dire le temps, c'est simplement la durée du changement, il n'y a pas besoin d'une conscience. Mais si on dit le temps, c'est une durée dans laquelle, en plus, il y a de l'avant et de l'après, il y a des repérages et des relations, alors il y a besoin d'une conscience pour qu'il y ait du temps. Et pour conclure, on n'a pas réussi à dégager du temps sans durée. Non. Non. Ok, merci. Au contraire, on a gagné justement cette affirmation que c'est absolument indispensable, que sans durée, là, on peut pas, il n'y a pas de temps. Ouais, c'est bien d'insister. Marianne, tu as une question? Ah, mais Marianne, on ne t'entend pas. On voit que tu parles, mais on ne t'entend pas. Ah oui. Toujours pas. Sinon, mets-le dans le chat si tu veux, puis je le dirai. Attends. Et comme ça, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, Oui, oui. c'est bon. Très bien. Oui, Annick, je disais, en fait, à la fin de ton exposé, tu as fait le lien entre le temps, la conscience et l'existence. Ce que tu as dit m'a paru très riche et j'aurais voulu te demander si tu pouvais l'exposer à nouveau parce que je ne suis pas certaine d'en avoir saisi tout ce qu'il y avait à saisir. Mais c'était programmatique. Pardon? C'était programmatique, c'était le programme de la semaine prochaine. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis contentée de mettre les trois mots ensemble et puis en laissant, comment dire, le développement pour la semaine prochaine, justement. Parce qu'on va le faire à partir de Heidegger surtout. Ok. Merci. Ben, avec plaisir, en tout cas. Le plaisir de l'anticipation. Et qu'est-ce qu'il en est là, du coup, avec Husserl, de la notion d'infini, d'éternité, comment ça fonctionne? En fait, il s'interroge plus sur l'éternité parce que, disons, l'éternité, c'est quand même lié à une certaine croyance en des réalités qui ne sont pas en devenir. Or là, à l'époque moderne, enfin à l'époque contemporaine plutôt, il n'y a plus beaucoup de croyances en ce genre de choses. C'est vrai qu'il s'interroge sur les êtres mathématiques et qu'il faudrait voir, je ne suis pas allée vérifier parce que à propos des objets mathématiques, là ça serait important d'aller regarder, d'aller vérifier leur situation. Parce qu'il n'est pas platonicien, il pense pas que les objets mathématiques existent en soi, et pourtant ils ont un statut vraiment d'exactitude qui est tout à fait, oui c'est ça, ils ont un statut d'exactitude qui est tout à fait différent de tous les objets physiques. Aucun objet physique n'est aussi exact qu'un objet mathématique, hein, qui a une épure parfaite, mais justement il dit que ce sont des idéalisations. Les objets mathématiques sont des idéalisations, c'est-à-dire que on passe à l'infini, on fait justement un passage à l'infini de certaines observations des objets physiques. Et donc, on passe à l'idée parfaite, par exemple, de droit ou etc. Ouais, ce sont des idéalisations, ce qui n'empêche pas tout ce qu'on peut construire à partir d'eux, après, est réapplicable justement aux objets physiques. Ça, évidemment, ça n'empêche absolument pas. Et sinon, donc ça, c'est qu'une partie de la réponse. Une autre, c'est qu'il il fait remarquer aussi que la perception révèle
une finitude intrinsèque. Donc, c'est l'inverse de l'infini, c'est que la perception est nécessairement finie. Enfin, c'est pas finie, c'est plutôt incomplète par nécessité. C'est-à-dire qu'on peut jamais épuiser un objet sensoriel par la perception. Il y aura toujours plus que tout ce qu'on pourra jamais prévoir. Donc, c'est inépuisable comme observation. Et donc, il y a une finitude, on peut dire aussi, de l'être humain dans son appréhension du monde, parce qu'il va jamais arriver au bout. Il va jamais arriver à la connaissance complète de tout ce qui est révélé par la perception. Et donc, comme toutes les autres facultés dépendent de cette donnée originaire de perception, alors il faut renoncer à la connaissance totale. Donc, ça a aussi à voir avec le fini et l'infini. C'est-à-dire, une connaissance infinie n'est possible que par idéalisation, justement. On peut dire, je me donne l'infini mathématique, mais c'est un passage à la limite, mais de quelque chose qui va jamais se donner à moi. Et c'est la même chose pour un point comme quelque chose de tellement infinitésimal que ça n'a aucune dimension. C'est une idéalité. Donc, on peut se donner l'infini de cette manière-là, mais on ne pourra jamais se le donner autrement. Donc, on peut dire aussi qu'il existe que comme ça. Enfin bon, en tout cas, ouais, c'est peut-être pas certain. C'est pour savoir quand est-ce qu'il s'arrête le temps. Alors, il n'y a pas de problème à le penser comme ne s'arrêtant jamais. Donc, perpétuel ou inépuisable dans les deux sens. Et il n'y a pas de problème dès le moment où on accepte aussi que l'univers est probablement infini aussi dans son existence. Donc, c'est pas un problème. Parce que si on se dit, il n'y a pas de raison que le temps s'arrête, étant donné cette succession, pourquoi qu'il aurait une fin ou un début, il n'y a aucune raison. Mais on peut se dire que c'est pareil pour la matière de l'univers. Il n'y a aucune raison qu'elle ait un début et une fin. Donc, ça va ensemble et c'est rationnel. Il n'y a pas de contradiction. Mais c'est ce que disait déjà Aristote. Moi, je pense que faut pas trop se compliquer la vie. Et donc, ce qu'on appelle parfois le surgissement, enfin le début de l'univers ou les conditions initiales, etc., ce n'est jamais que d'une certaine phase de l'univers. Mais évidemment qu'il y avait quelque chose avant, sous une autre forme. Moi, j'ai une petite question sur la phénoménologie en général. Oui. En fait, c'est juste pour comprendre comment ça marche. En fait, quand ils disent les phénomènes, est-ce que c'est toujours du point de vue d'une conscience? Et donc, est-ce qu'ils parlent toujours de phénomènes subjectifs? Ou est-ce qu'ils ont cette idée que les phénomènes existent dans le monde réel et que des consciences y ont accès? Oui, c'est ça, il y a une ambiguïté du terme, parce que couramment, on dit phénomène pour un événement ou pour un état de choses ou pour des processus, on les appelle des phénomènes. Mais en fait, dans la phénoménologie, on prend le mot dans son sens étymologique, donc de ce qui apparaît. Et forcément, ce qui apparaît à quelqu'un. Donc, c'est un terme qui n'est que relatif, qui est forcément relatif à une conscience à qui ça apparaît. C'est pris dans le sens étroit et précis, quoi, et étymologique. Oui. Et donc, pour le reste des choses, on parlera de processus ou d'événements, mais pas de phénomène, du coup. Ok, je crois qu'on a tout clarifié, non? Ah, non, Sidney, vas-y. C'est déjà, j'ai encore un peu mal à voir comment il se sépare de l'idéalisme. Parce que j'ai dit, c'est un peu par une sorte de démarche rationnelle, comme ça, par une réflexion où on dit, du coup, le monde est, au final, d'une certaine manière, qu'on le constate, quoi, qui est déjà donné, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait un passage idéaliste et que si on ratait le raisonnement, on mettait le monde en danger au début c'est assez étrange le passage de... Enfin voilà, je sais pas, c'est pas encore super clair dans la tête. Mais moi, je trouve que c'est comme ça chez Husserl. C'est-à-dire, c'est pas...
il a effectivement des formulations qui ont l'air d'abord très idéalistes, et puis il faut attendre 100 pages plus loin, voir un autre ouvrage pour qu'ils nous disent attention, il ne s'agit pas du tout d'être idéaliste. Et donc, et c'est dans sa constitution transcendantale qu'il essaye justement d'expliquer tout à fait rigoureusement qu'est-ce que ça veut dire constituer le monde, mais sans évidemment que le monde dépende de la conscience. Et franchement, moi, je ne peux pas en dire plus, mais il y a des plus grands spécialistes de Husserl que moi, donc peut-être qu'il y a moyen de le trouver ailleurs, mais je trouve que chez lui-même, c'est difficile. Et d'ailleurs, il attestait que c'était difficile parce qu'il n'arrêtait pas de reprendre la question et de la reformuler autrement. Et il a très peu publié de son vivant, justement parce qu'il était toujours mécontent, toujours insatisfait de sa dernière version. Et il la reprenait et il la remodifiait à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on a des milliers de pages manuscrites de Husserl dans des archives que des gens maintenant continuent à publier progressivement, avec beaucoup de commentaires, etc., mais qui sont chaque fois des reprises de la question parce qu'on sent bien qu'il l'estimait pas tout à fait épuisé, quoi. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait un peu de mal à trouver ça tout à fait clair. Ok, d'accord. Voilà. Mais là aussi, bon, ses successeurs, Heidegger, Sartre vont essayer d'y répondre autrement. Chacun, d'autres aussi, Merleau-Ponty, enfin bon, il y a beaucoup de successeurs qui se sont inscrits dans le courant phénoménologique et qui vont s'intéresser pour certains à cette question-là, et donc ça ne sera pas nécessairement que la réponse de Husserl qui est possible. Ok. Voilà. Alors du coup, on se retrouve spatialement la semaine prochaine. On se retrouve dans l'espace, dans l'espace sans distance. Et voilà. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Merci encore à Jacques pour cette merci. installation. Merci beaucoup. Oui, Merci tout le merci. monde. Allez, bonne semaine tout le monde alors.